Chers amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver cette semaine à l'hôtel Tiffany pour cet apéro du chef qui va être placé sous le signe de l'école et de l'école des langues particulièrement. Je reçois Nick Galtos, le propriétaire des Swiss Language Group, qui est aussi, et je le remercie énormément, un partenaire du Genève Volley. Nick, salut. Salut Patrick. Santé. Santé et bienvenue à l'apéro du chef. Merci, plaisir. Merci. Je te laisse te présenter à nos auditrices et nos auditeurs, savoir un peu qui tu es, quel est ton parcours et... Ouf. On a le temps. Peut-être il faut poser des questions là. Ouais. Déjà, j'ai le petit accent australien, Oui. même si je suis là depuis 35 ans. Je viens d'Australie, j'étais joueur de rink hockey. J'ai joué professionnellement en Espagne, en Italie et finalement un jour je suis arrivé à Montreux, qui était une des équipes les mieux connues. Et une fois que j'ai pas terminé, mais j'étais en train de terminer la carrière, j'ai lancé les écoles de langue qui sont maintenant sur une groupe, Swiss Language Group, mais peut-être mieux connu comme Wall Street English. J'ai notre Swiss French School, un autre qui s'appelle École Suisse d'Allemand. Et ça, c'est un peu partout en Suisse romande. Aussi, on a une école à Lugano. Alors, je viens du monde du sport, peut-être même des autres sports que j'ai fait parce que je suis un peu passionné. Et ça me fait grand plaisir d'être un des sponsors de Genève Volley parce que c'est un sport magnifique qui mérite vraiment d'être suivi. Super. Tu as été sportif, tu as cité plusieurs pays, les voyages et tout ça. C'est ça qui t'a donné envie d'ouvrir ces écoles de langue? Vous savez que les Australiens, on n'est pas connus pour nos capacités linguistiques. Ouais, après les Français, je crois que c'est... Ouais, c'est l'anglais, même avec un accent un peu spécial, hein, spécialement si on boit la bière, c'est un peu spécial. Mais moi, j'étais passionné par ce petit sport. Ce sport-là était plutôt un sport européen, Portugal, Espagne, Italie, un peu Argentine aussi, j'ai joué là-bas aussi. Et j'ai eu des offres, j'ai eu la chance d'avoir les offres. Chez nous, c'est amateur, mais en Europe et en Amérique du Sud, c'était professionnel. Et j'ai appris au fur et à mesure, quand vous êtes dans les vestiaires, il faut parler la langue. Hein. J'étais à Football Club Barcelone, là c'était castellano, mais c'était aussi catalan. Il fallait apprendre parce qu'il faut sympathiser avec les autres joueurs, spécialement si tu veux qu'ils passent le bal. Hein. Alors peut-être c'est ça qui m'a ouvert un peu l'esprit. Mais j'ai eu la chance aussi de rencontrer un monsieur qui a lancé un grand réseau, c'est peut-être le plus grand réseau d'écoles de langue dans le monde. Quand j'étais à Lugano, parce que j'ai joué aussi à Locarno, Lugano. Et là, j'ai vu quelque chose qui était un peu spécial, et c'était pas tellement l'histoire de la langue, c'était beaucoup plus l'histoire de développer le potentiel humain. Et moi, comme sportif, j'ai toujours essayé de me pousser vers mes limites. Et cette combinaison, peut-être entre l'école ou formation continue et cette recherche de soi, je sais pas, ça me correspond bien. Moi, je suis quelqu'un qui adore ce que je fais. J'ai vraiment l'impression que j'ai jamais travaillé. J'ai toujours été en contact avec les étudiants, des adultes plutôt, même si on a aussi des enfants. Et aussi le collaborateur, et j'ai aussi je crois que c'est une bonne habitude, j'engage beaucoup de sportifs et beaucoup d'ex-sportifs. Il y a quelques joueuses de ton équipe qui ont appris chez nous, mais aussi qui ont travaillé chez nous. C'est notamment grâce à toi qu'on a réussi à un moment à avoir une joueuse. Tu nous as permis en fait de lui offrir un cadre au-delà du sport, qu'elle puisse se poser, d'être tranquille dans sa vie et du coup de performer. Oui, mais c'est aussi parce que ce que j'aime bien avec, especially les sportifs d'élite, c'est qu'ils ont cette rêve d'aller au maximum. Et dans nos écoles, c'est un peu ça aussi, de se développer. Alors nous, on a des gens qui sont des gens de niveau mondial en rugby, le niveau mondial en downhill, cyclocross ou quelque chose comme ça. On a eu des nageurs, on a eu des joueurs de basket, on a eu des joueurs de water polo qui étaient à très, très haut niveau. J'aime bien ça. En plus, on se défie tous à faire les entraînements. Je continue à faire mes entraînements dans le fitness et tout ça, parce que je crois que ça va avec le développement de soi, au moins maintenir un peu le corps si c'est possible. Est-ce que tu es une personne challenging? Est-ce que tu penses que tu prends des athlètes, notamment aussi parce qu'ils ont l'habitude du challenge, ou c'est juste rien à voir? Sûrement. Plus, moi, j'adore les gens avec une forte personnalité. Elles ne sont pas toujours faciles, mais dans ce monde-là, souvent, on cherche des gens qui sont faciles. Mais
Mais j'ai du respect pour tout le monde, mais j'aime bien les gens qui sont un peu difficiles, peut-être aussi un tout petit peu perdus parce qu'un sportif d'élite pense que sa carrière va durer longtemps, mais quelquefois avec les blessures et même avec l'âge, c'est pas possible et souvent ils n'ont pas pensé pour la suite. Et c'est pour ça que j'aime bien essayer de les aider un peu. J'ai eu des gens qui ont passé 1 année, 2 ans, 3 ans chez nous, mais après ils sont partis à faire des entreprises, mais vraiment d'une très bonne taille. Je crois qu'on est un peu un incubateur quelquefois de l'entrepreneuriat peut-être dans nos écoles, parce que je suis pas un micromanager, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de confiance, mais il faut le dire parce que peut-être mes personnels ou mes équipes, ils vont regarder ça, je suis assez exigeant. Moi, je demande le meilleur de chaque personne et moi d'abord. Ça, c'est clairement le mindset du sportif d'élite. Qu'est-ce qui fait la force de ton groupe? Parce que je sais que tu as plusieurs écoles, tu es sur un marché quand même assez concurrentiel. Je sais je pourrais comme ça citer plusieurs types d'écoles ou de prestataires. En plus, je ne parle même pas de la ribambelle ici à Genève de profs particuliers de langue. Qu'est-ce qui fait la force de Wall Street English et puis particulièrement ton école, ton groupe? On a une méthodologie qui est unique, ça s'appelle en anglais Flipped Blended Learning. Moi, je crois que c'est un type d'enseignement qui peut être appliqué, en fait, c'est appliqué aux États-Unis pour la mathématique dans certaines écoles. Ça correspond beaucoup plus à la mentalité moderne. Flipped Blended Learning, c'est au lieu de faire un cours, vous êtes passif et vous écrivez, il y a le prof qui parle de n'importe quel sujet, mathématiques, histoire, n'importe quoi. Et après, vous êtes censé rentrer chez vous pour faire les devoirs. On fait le contraire. Vous faites les devoirs avant, vous vous préparez chacun à son rythme, et après, vous vous trouvez devant un prof, et le prof va consolider, clarifier, questionner, provoquer. Ça veut dire que c'est beaucoup plus actif, spécialement pour les langues. Avec l'Internet, vous pouvez vraiment, on peut simuler des situations avec Internet, on peut avoir les films, on peut avoir beaucoup de choses. Et après, devant le prof, vous allez parler plus que le prof. Ça veut dire que c'est très réel, c'est très pratique. Je dirais au niveau technique, ça c'est peut-être la force, mais au niveau mentalité, moi je trouve qu'on est très agile. On a une entreprise, on ne peut pas dire petite, mais moyenne. Entreprise, on a quand même... Chez moi, j'ai 4 écoles, mais il y a aussi 4 franchisés qui travaillent avec nous. Mais on a plus de 3000 étudiants. Juste pour vous donner un exemple, quand ils ont fait le lockdown pour le Covid, ils nous ont annoncé qu'on doit fermer le vendredi. Le lundi, il y avait 3000 étudiants qui ont déjà commencé à faire des cours Zoom. Ça veut dire pendant le week-end, on a formé presque une centaine de profs. Comment utiliser Zoom? Aujourd'hui, c'est évident, mais ce n'était pas évident là. Mais j'ai des équipes et on utilise des outils. On est une petite équipe. Bon, petite, on a 168 collaborateurs, mais beaucoup de temps partiel aussi. Mais on a réussi d'agir très rapidement. On est très agile. On utilise des CRM. Toi, tu viens de marketing pour la gestion des clientèles. On utilise un intranet, un service intranet qui vient des États-Unis, qui coûte 2 fois rien. Ça veut dire qu'on peut communiquer en temps réel avec tous nos personnels. La communication, c'est très important. Même avec notre fiduciaire, on a un tableau de bord sur un écran. Je peux voir en temps réel exactement ce qui se passe au niveau financier dans les entreprises. Ça veut dire que tout peut être fait avec un attel depuis n'importe quel endroit. Et toutes mes informations sont transparentes. J'ai tous mes personnels qui savent exactement ce que je sais sur l'entreprise. Ça veut dire qu'on travaille dans une manière très... pratique, peut-être ça vient du sport aussi, où tu partages les stratégies, les tactiques avec tous les joueurs, parce que les joueurs doivent mettre les stratégies en pratique, mais on arrive à bouger très rapidement. Et malheureusement, post-Covid, parce que l'année de Covid, c'était très difficile pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises, il y a pas mal de grands concurrents qui sont allés en faillite. Malheureusement, je ne vais pas citer le nom, je connais presque tous les propriétaires, et c'est malheureux parce que vous ne pouvez pas jouer au volleyball toute seule. Il faut jouer au volleyball quand c'est notre équipe pour sortir le meilleur de vous. Mais maintenant, notre société a très très bien rebondi. On a remboursé tous les prêts Covid l'année passée, en moins de 2 ans, ce qui était pas mal, grâce à mes équipes aussi. Et c'est 2022, on a fait une très très bonne année. Et on continue à ça. Alors, ça veut dire un peu la technologie, la manière d'enseigner et l'agilité. Je crois que ça, c'est important. Et tes étudiants, est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes? Est-ce qu'il y a un profil type?
Oui, je dirais que la majorité sont à 22 ans et 35. Ok. Après, vous avez quand même un bon groupe entre 18 et 25 et 22 qui prépare, par exemple, une entrée à l'école hôtelière de Lausanne ou qui prépare une entrée dans une autre grande école aux États-Unis, en Australie, en autre endroit. Et on a aussi pas mal de cadres, pas seulement des cadres, mais des gens 35 à 50 ans qui ont loupé un tout petit peu l'anglais. Souvent maintenant, ceux qui est en train de vraiment pousser beaucoup, c'est l'allemand. Ouais. On a beaucoup, j'ai des amis, chefs d'entreprise, 40 ans, 42 ans, 45 ans, qui commencent à faire des affaires un peu partout en Europe. Et ils ont dit, bon, j'ai un peu l'allemand scolastique, je suis à niveau A2 à peine. J'ai besoin d'arriver à un niveau B2 et on arrive à les amener en 9, 12 mois. Ok. Ça, c'est pour les gens qui travaillent. Ils vont dédier 4 heures par semaine à leurs études, mais on arrive à les amener à un bon niveau assez rapidement. Okay. Donc 4 heures par semaine en un an. Alors, si oui. je mets 4 heures en un an, je peux être B2? Si vous avez un niveau A2 maintenant, oui. Ah ouais, non, moi je suis niveau A0, tu vois. Si donc, tu as A0, il faut mettre peut-être 18 mois. Okay. Mais de nouveau avec notre système, vous pouvez aller si vite que vous voulez, aussi tranquillement que vous voulez. Il n'y a pas de pression. Ce n'est pas une école, comme je sais pas, une école secondaire où vous avez peur d'échouer un examen ou quelque chose comme ça. On est là pour vous aider à réussir vos objectifs. Mais ce qu'on fait, c'est que si vous faites une leçon, un cours, une unité de travail, et vous sentez vous-même que vous n'avez pas bien maîtrisé ce sujet, au lieu de suivre le rythme d'un groupe, vous pouvez répéter ces leçons autant de fois que vous voulez, jusqu'au point que vous avez la confiance. J'ai compris. Okay. Moi, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va passer à un autre niveau s'ils n'ont pas compris le niveau plus bas. Je suis un peu passionné pour ça parce qu'à l'école, j'avais au début des problèmes avec la mathématique. Et en fait, c'était parce que je n'arrivais pas, à cette époque, suivre le rythme d'un groupe. Mais quand j'ai fait l'université, et ils ont pris du temps avec moi, j'ai rattrapé très rapidement. Parce qu'il ne faut pas stresser les gens d'apprendre quelque chose. Moi, peut-être, je suis très fort je sais pas, dans les langues. Pas tellement avec le français, voilà. Mais peut-être, je suis assez fort dans les langues, mais nul en mathématiques. Toi, tu es magnifique dans les mathématiques, mais moins fort dans les langues. Mais excusez-moi, l'Australien le plus crétin, il arrive à parler anglais. Ce n'est pas une histoire d'intelligence. C'est une histoire de pratique, c'est une histoire de structure, c'est une histoire de répétition. Ouais. Okay. Donc tu étais plutôt bon élève de manière générale ou... Non, moi j'ai un père qui était grec, ma mère est australienne, mon père est grec, il est immigré en 1953, il s'est cassé il a fait 4 ou 5 différents travaux, je m'appelle à l'époque, il dormait 3 heures par soir, et la première chose qu'il a fait pour moi et mes 2 sœurs, c'était dès il avait un peu d'argent, il nous a mis dans une école très poussée, assez chère pour lui à l'époque. Et moi, dans ma tête, je savais que pour lui, pour le rembourser, pour le remercier pour ça, je suis allé assez fort à l'école. Okay. Parce que j'ai voulu, je sais pas, j'ai pas voulu le décevoir. Parce que je savais combien il s'est sacrifié pour nous. Lui, quand il est arrivé en Australie, il ne parlait pas un mot d'anglais. Il est entré dans l'armée australienne pour faire 3 ans pour apprendre l'anglais, imaginez un peu. Ouais, je vois, Mais je suis très fier de mon père. Ouais, j'imagine. Bah, il a fait une très bonne carrière. C'est le premier politicien, c'est le premier président d'un parti politique qui était non anglophone. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de racisme en Australie contre les Grecs, les Italiens, les Espagnols, parce que l'Australie était plutôt des anglophones. Et pour lui, d'y arriver à ce point-là, j'ai accepté. Il a 90 ans maintenant et cette semaine, il est au Brésil en train de chercher une affaire parce qu'il veut amener une affaire spéciale en Australie à 90 ans. Okay. C'est pas mal. En fait, ça devient là la fibre entrepreneuriale. Ben, je pense. Les gens, ils ont souvent dit ici en Suisse, parce que c'est un peu le pays des papiers, ils ont souvent dit « Ah, mais Nick, tu as quoi comme diplôme ?» Moi, j'ai un bachelor en sciences. Sciences de l'environnement. Ce que j'ai jamais utilisé, mais je suis très content que je l'ai fait. Mais ils ont dit, mais tu n'as pas fait un MBA ou quelque chose? Je dis, mais non, j'ai un papa grec. Autour de la table, on a discuté des affaires tous les soirs. Donc tu connaissais. C'est tout ça. Ouais, ça te manque l'Australie? Je suis entré l'année passée parce que depuis Covid, je n'ai pas vu mes parents. Et avec un certain âge, il faut aller. C'est un magnifique pays, le paysage est superbe, les plages magnifiques, la culture de fun, c'est génial. Mais le problème pour moi en Australie, c'est que c'est tellement loin. Ouais.
C'est l'autre bout du monde. 22-23 heures pour arriver. Hein. Quand les gens ils me parlent de ah oui, 9 heures pour aller aux États-Unis en avion, c'est infernal, je dis chérie, va en Australie, tu vas voir. C'est 5 ou 6 films, je ne sais pas. Mais c'est tellement loin que, comme les Américains, souvent, on pense que le monde tourne autour de nous. On pense qu'on est plus important de ce qu'on est. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est en Europe, avec 1h30. On était en train de parler avant, tu étais à Edinburgh, dernièrement. Tu peux être en Edinburgh, à Londres, à Prague, où j'ai une école à Prague. En Grèce, il y a tellement d'endroits avec tellement de différentes cultures, c'est intéressant. En Australie, c'est magnifique, mais c'est un peu tout pareil. C'est un peu tout pareil. Mais ça vaut la peine d'aller visiter, ça c'est sûr. Ouais, c'est dans ma to-do list. Faut qu'on a parlé un peu d'entrepreneuriat. Pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui définit un entrepreneur? Prise de risque. Prise de risque. C'est un peu la mode maintenant pour les gens de dire ah oui, mais je veux être patron, je veux être entrepreneur, je veux être quelque chose. Mais ce que les bouquins ne racontent pas, c'est que c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de responsabilités et c'est sûrement pas fait pour tout le monde. Quand vous êtes seul, oui, vous avez vos collaborateurs, vous pouvez prendre les avis. Vous avez les gens qui sont plus... Moi, j'ai un directeur marketing que tu connais très bien, qui est un phénomène. Rodrigo, qui est c'est vraiment un phénomène. Il connaît 20 fois mieux que moi le marketing digital maintenant. Mais à la fin, c'est toi qui décides. Et ça, c'est pas... Et tu fais des erreurs. Alors, quand je dis prise de risque, c'est accepter les erreurs, pas rester trop dessus et faire des autres erreurs. Si je dois dire une chose, je pense, toi tu es pas nettement mieux français que moi, mais entreprendre pour moi ça veut dire agir. Ça veut dire que tu ne peux pas rester bloqué dans la réflexion, tu dois agir. Et c'est beaucoup plus facile quelquefois rester dans la réflexion parce qu'il n'y a pas de risque. Mais agir, personne n'est sûr qu'ils vont faire les bonnes choses. Alors moi je crois que c'est agir. Avoir le courage d'agir et accepter nos erreurs. Et j'en ai fait tellement. Et pour toi, un bon manager, vu que tu as quand même pas mal de collaborateurs, ce genre de choses, c'est qu'est-ce qui définit le... Moi je dis... je vais souvent contre courant dans mes pensées. Mais bon, je dois accepter, je suis comme ça. Pour moi, c'est l'exemple. Pour moi, tu ne peux pas attendre que les autres n'ont pas peur si toi tu as peur. Tu ne peux pas demander aux autres d'agir si toi tu as peur d'agir. Et c'est aussi le respect. Moi, je suis basé à Lausanne, dans l'école. Le mercredi après-midi, on a 150 gamins qui viennent pour faire des cours d'allemand et d'anglais. Et souvent, il y a de l'eau qui tombe, il y a des machins comme ça. Si je vois que tous mes réceptionnistes, les profs, ils sont occupés parce que c'est une grande école à Lausanne, à la gare de Lausanne, et il y a de l'eau qui se tombe, je n'ai pas de problème, je prends les chiffons, je nettoie, je vais faire quoi? Je vais dire non, mais toi, tu viens ici. Quand les gens ils voient que moi, je fais le nettoyage, ils comprennent que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que nos étudiants, ils méritent d'avoir le meilleur. Alors, mieux faire, et ils voient que je fais. Au lieu d'aller demander. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est eux quand il y a quelque chose, c'est eux qui nettoient. Ça devient un réflexe en fait. Moi, je ne vais jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose que je ne suis pas prêt à faire. C'est un peu ancien style peut-être, mais je ne sais pas. Bon, quand j'ai joué au hockey, le meilleur capitaine de l'équipe que j'ai jamais eu dans ma vie, c'était à Football Club Barcelone. Et le mec, il parlait très peu. Mais purée, quand il était sur la piste et tu joues contre Benfica, et tu as 7000 personnes là qui sont en train de faire ta vie un galet. Ce mec-là, il montrait, il prenait la balle quand tu étais en difficulté, il dit donne-moi la balle. Il prenait la balle, il est allé en avant. Quand tu as dû défendre quelqu'un, tu étais un peu mal à l'aise avec les personnes, il venait pour te donner un coup de main. Moi, je crois que c'est ça un manager. Vraiment aussi leader, du coup, manager, à la fois manager et leader. Il y a une différence entre manager et leader. J'ai vu les gens qui sont très forts en management, mais moins forts en leadership. Les gens qui sont très forts en leadership, mais moins forts en management, c'est rare que quelqu'un est fort dans les deux. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Ok, ça marche. Si aujourd'hui, là, tu croises l'adolescent que tu étais, tu lui dis quel conseil tu lui dirais ou qu'est-ce que tu lui dirais tout simplement, peut-être pas forcément un conseil d'ailleurs. Moi, je dirais, quand tu es vieux, tu vas regretter ce que tu n'as pas fait. Pas ce que tu as fait ou ce que tu as osé faire. Ça veut dire,
vive le moment au max, fais tout ce que tu peux. Il ne faut pas trop avoir des regrets. Moi, j'ai pas trop de regrets. J'ai pris beaucoup de risques, avec des échecs, avec des moments durs, avec des bons moments. Mais j'ai qu'envie de... Maintenant, je pense que je dois encore profiter encore plus. Mais bon, je vais toujours penser comme ça. Ça marche. Quel serait le mot de la fin pour toi de cette interview? Qu'est-ce que ça veut dire le mot de la fin? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. On est en constante évolution. Moi, cette année, je vais faire 65 ans. Ils m'ont même envoyé le machin qui dit que je vais avoir un rabais sur le transport public. J'ai parlé avec les dames, la vieillesse, et j'ai dit, mais c'est drôle, c'est super d'avoir 65 ans. Je vais économiser un peu d'argent. Mais dans ma tête, quand je vais au CrossFit, moi, je vais me défier avec le mec de 30 ans. Pour moi, il n'y a pas de fin. Si je commence à penser que c'est la fin, à ce point-là, je vais vieillir trop vite. Et de toute façon, ça va passer. Mon père, qui a 90 ans, il m'a dit, Nick, s'il y a une chose que je peux te dire, il ne faut jamais prendre de retraite. Il a dit, tu réduis ton boulot, mais tu dois toujours rester occupé dans la vie. Parce qu'il m'a dit, tous ses copains qui ont pris la retraite, il a dit, les mecs, on parle plutôt, soit ils sont morts, soit ils s'ennuient, soit ils sont en train d'ennuyer leur femme. Alors il a dit, il faut toujours avoir quelque chose, peut-être une bonne hobby ou quelque chose. Moi j'ai l'intention, en anglais on dit, I don't want to rust out, I want to burn out. J'aime beaucoup ça. Santé, puis Santé. à la suite à un épisode.